Bonjour Sanguine, alors félicitations pour le prix, mais ça Oui, on l'a sait. déjà fait. Juste à titre personnel, c'est celui que j'ai préféré de tous les prix aventuriels antérieurs. C'est le genre de livre, on attend le soir avec impatience, on se dit je vais en lire encore un petit bout. Ça se dévore pas, ça se déguste petit à petit, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il y a une construction parfaite. C'est un roman dans lequel on aime se replonger, enfin retrouver l'ambiance, et on se dit c'est dommage que ce soit terminé, quoi. Même si c'est un sacré pavé. Je précise qu'il n'a pas été payé pour dire ça. Merci non, beaucoup. on est tous bénévoles dans l'association. Voilà. Ici vivent les ténèbres, c'est ce qu'on appelle un pur roman, un roman vraiment gothique. Il est sorti en septembre 2023. Octobre, en fait. Mais octobre. Pour un mois, on va pas chipoter. Très bien. Peut-être qu'on peut d'abord te présenter toi, et ensuite on parlera du roman. Ok. Je te laisse te présenter. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un qui irradie la joie de vivre et les couleurs. Donc ça, c'est posé. J'ai un parcours d'autrice qui est relativement récent, puisque j'ai commencé à être publiée en 2022. Même si, bien sûr, j'écris depuis beaucoup plus longtemps. Ça, c'est le lot commun à tous les auteurs, on va dire. Avant d'être autrice, j'ai travaillé, par exemple, dans un domaine qui ne surprendra personne, je pense, c'était les pompes funèbres. Donc, ça se retrouve un petit peu, des fois, dans certains romans. Mais je passe pas mon temps dans les cimetières quand même, faut pas déconner. C'est quand même une source d'inspiration, on va dire, récurrente, mais j'en ai plein d'autres. Sinon, comme vous pouvez le voir sur cet écran-là, alors pas cette photo-là, bien sûr, voilà celle-ci. Si vous vous demandez ce que c'est, vous avez le droit. Ce sont des poupées, en fait, ce sont des BJD. On m'a demandé d'en parler un petit peu parce que c'est un autre aspect de mon travail. En fait, je suis doll make-up artiste dans ce domaine-là. Ce sont des créations entièrement... Alors, je n'ai pas fabriqué ces poupées. Je les ai peintes, je les ai customisées, accessoirisées, photographiées, mises en scène. Je fais ça pour moi et aussi pour une clientèle française internationale. Donc, en fait, je crée des personnages clés en main. Et ce sont des choses, donc c'est vraiment une passion récurrente. C'est aussi pour ça que j'écris des livres, pour créer des personnages. En fait, ce qui m'intéresse surtout dans l'écriture, c'est les personnages. Les histoires ne sont qu'un moyen de les faire exister. Voilà, donc en gros, vous avez mon portrait à peu près dans les grandes lignes. Donc j'aime les personnages, j'aime les choses joyeuses et colorées. Et je suis dans l'écriture depuis... ouais, c'est relativement récent. Voilà, pour les premières lignes, on va dire. Parfait. On peut peut-être venir à la genèse du roman, parce que j'ai lu quelque part que c'est une idée qui mature chez toi depuis très très longtemps, en fait. Oui, alors en fait, ici, Ville et Ténèbres, c'est rigolo. Je crois que j'ai retrouvé le carnet, je l'ai encore. C'est une première idée que j'avais eue quand j'étais en fac. Alors, ça remonte à un peu moins de 10 ans. Mais c'était une idée, oui, vraiment, que j'avais eue comme ça. On retrouvait les grands axes dessus, donc cette notion de hantise et vraiment de maison hantée. Rappelons-le, la maison hantée est quand même un genre à part entière. Donc, que ce soit dans les livres, les films, les jeux vidéo, etc., vous avez vraiment des codes du genre qui sont régulièrement exploités par les divers artistes qui s'y frottent. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'en reprenant ces codes qui sont quand même un tronc commun très, très solide, on arrive tous à faire nos propres histoires, nos propres dénouements. Donc ça, c'est quand même important. Et ouais, donc j'avais vraiment cette idée-là jetée sur un cahier. En fait, c'était juste quelques lignes que j'ai retrouvées, où on avait cette notion, comme je disais, de hantise, d'une maison familiale très ancienne avec une présence à l'intérieur. Mais en relisant ces lignes, j'ai vu que c'était quand même des idées assez différentes. C'était pas exactement les mêmes protagonistes, même si on avait... Je ne vais pas vous spoiler, etc., si vous ne l'avez pas lu, mais l'antagoniste présente dans ce roman était vraiment là aussi, entre les lignes, même si elle n'avait pas la même histoire, la même apparence, elle était déjà là. Elle a commencé à pourrir le truc dès le début, en fait. Voilà, elle a toujours été là. Et donc après, j'ai beaucoup évolué et j'ai laissé cette histoire de côté complètement, parce que à cette époque-là, des idées d'histoire, j'en avais plein. Je prenais quelques notes et après, j'y revenais plus. Parce que soit je passais à autre chose, soit je ne les trouvais pas très viables. Donc celle-là a sommeillé pendant très longtemps. Et un jour, je ne sais pas, j'ai eu envie de la reprendre. Je me rappelle même la date où j'avais commencé à écrire cette histoire. Et après, j'ai mis un certain temps
Parce que quand j'ai commencé à l'écrire, je n'avais aucune méthode de travail, en fait. Je sais que vous avez entendu beaucoup, je pense... architecte, jardinier, etc. Mais... Oui, voilà, mais juste, on entend beaucoup les auteuristes parler de leur méthode de travail, ce qui est vrai, il faut quand même une certaine discipline et au moins un planning même figuré, même si vous êtes dans le genre improvisation et bordélique, il faut quand même à un moment donné s'asseoir et travailler. Ça ne peut pas se faire tout seul, malheureusement. Et voilà, je n'avais aucune méthode en fait à cette époque-là, donc c'est un roman que j'ai mis à peu près 2 ans à écrire parce que je l'écrivais très sporadiquement. Soit je l'écrivais pendant une semaine, pendant un mois, j'écrivais, après plus rien, pendant quelques temps, et j'y revenais. Et je pense en fait, ce qui l'a autant retardé, c'est que je n'y croyais pas. En fait, j'écrivais pour moi. J'avais pas vraiment l'idée de le faire publier, enfin pas encore. Et c'est ça qui m'a plombée, je pense, parce que je pensais que c'était vraiment presque pour rire, finalement. Alors que l'histoire en elle-même n'est pas très drôle. Enfin, il y a un peu d'humour quand même, mais bon. Et ouais, je l'ai beaucoup écrit pour moi et j'avais pas de méthode, donc ça a été plus long. Donc c'est vraiment un roman qui m'a demandé du temps, mais finalement qui a vu le jour, contre toute attente. Et c'est mon premier vrai roman, donc comme je vous disais. Bien, si on... Alors, ça va être compliqué de... faut pas trop en parler parce qu'il y a quand même plein de surprises dans le roman. Peut-être prendre ses principaux thèmes, ses principaux personnages. À commencer par le principal, c'est la maison. C'est ça. En fait, la maison est un personnage à part entière, ce qui est souvent le cas dans les histoires de maisons hantées. On l'oublie trop souvent, mais la maison est un personnage. On ne peut pas dire qu'elle soit vivante au sens littéral du terme, mais elle est bien là. Elle impose quand même une volonté. C'est une figure antagoniste, souvent, sur laquelle il faut compter. En plus, on est dans cette maison la plupart du temps. Donc ouais, la maison est à prendre en compte et c'est une sacrée maison, en fait. Je pense que tous ici, vous êtes déjà rentrés dans une maison ancienne, quelle qu'elle soit, une maison de famille ou une maison en visite ou un musée, ce que vous voulez. Et vous savez que ces anciennes maisons-là, elles n'ont pas seulement le plancher qui craque ou les murs fissurés, elles ont une odeur, elles ont une présence en fait. Je ne vous parle pas spécifiquement de maison hantée, peut-être que vous en avez une chez vous, après je ne veux pas le savoir, mais ouais, vous avez une présence, vous avez du vécu, vous le sentez en fait quand vous entrez dans une maison ancienne. Et là, c'est vraiment le cas, surtout que celle-ci, ouais, elle est compliquée. Il y a la maison, il y a les jardins, il y a... Enfin, bon. Autre personnage, les protagonistes. Voilà. À commencer par, pourquoi avoir pris comme héros un gamin, des jumeaux, ils ont quoi? Ils ont 10 ans, c'est ça? C'est ça, 10 ans. Oui, souvent je précise en fait que ce n'est pas du tout un roman à destination des enfants. Il n'est pas non plus écrit d'une manière enfantine, ne serait-ce que dans les dialogues ou les pensées des enfants, pas du tout. C'est juste que les connaisseurs de l'horreur sauront parfaitement ce que je veux dire. Les enfants ont une perception du monde très différente de la nôtre. Ils voient, ils perçoivent des choses que nous, on ne voit plus, on n'est plus capable en fait. Et le fait qu'ils ne se rendent pas forcément toujours compte des conséquences possibles de leurs actes et des dangers fait qu'ils peuvent être plus courageux que nous, bizarrement. Bon, après, ils ont un instinct de survie aussi qui est différent du nôtre, voire inexistant parfois, mais ça, c'est un autre problème. Et voilà, en fait, ce qui me semblait plus juste, c'est d'avoir les yeux de ces enfants-là, car ils voyaient des choses que personne d'autre ne voulait voir ou ne pouvait voir. Voilà. Surtout quand ils vont monter oui. dans la chambre. Oui, je ne peux pas dire. Prends pas la clé, putain. Bon. Donc, les enfants, les parents qui sont... on va pas parler de famille dysfonctionnelle, mais il y a un problème quand même. C'est une famille dysfonctionnelle. Oui, c'est une famille. Pour situer, en fait, en plus, c'est un roman dont l'histoire se déroule en Angleterre victorienne. Bon, c'est une période quand même de prédilection pour les maisons hantées, mais surtout, j'ai repris les codes esthétiques, les codes sociaux et sociétaux de l'époque, et comme on peut l'imaginer, à cette époque-là, dans les familles, il y avait quand même la place du patriarche très, très, très marquée, n'est-ce pas? Et d'autres problèmes inhérents. Donc, on a déjà de base une famille qui se repose essentiellement sur le personnage du père, personnage masculin, qui, en fait, paradoxalement, est très présent parce qu'il a la main mise sur la famille, sans être... C'est pas un mauvais homme, c'est juste que la place qu'il avait à cette époque-là était toute puissante. Et paradoxalement, en étant très présent, en marquant cette famille, il est aussi totalement absent. Enfin, totalement absent émotionnellement, totalement absent dans la résolution de cette affaire. En fait, c'est un personnage qui, jusqu'au bout, ne comprendra rien, parce qu'il ne verra rien. Donc ça, c'est le côté un peu dysfonctionnel. Et c'est une famille, oui, de toute façon, toutes les familles, je pense, au monde sont dysfonctionnelles, mais
d'une manière plus prononcée, certaine, on va pas se mentir. Hein. Si le seul dysfonctionnement de votre famille, c'est que vous vous engueulez au parti Scrabble, bon, c'est pas trop grave, mais quand les assiettes commencent à voler, là, c'est moins drôle. Mais bon, non, aucune assiette n'a été brisée dans cette histoire, promis. Mais il y a vraiment eu d'autres soucis, d'autres affrontements, mais c'est une fresque familiale aussi, finalement, comme histoire. Vous avez vraiment des personnages intergénérationnels. Vous avez 3 générations dans cette famille, ouais, qui vivent sous le même toit, et donc ça laisse imaginer que il y a vraiment des interactions, assez spécifiques et qui donnent le sel aussi, l'élan à cette histoire-là, qui n'est pas qu'une histoire de fantômes finalement. Vous avez aussi l'humain en filigrane, parce que quand on parle des fantômes, on parlera toujours de l'humain finalement, parce que les deux ne vont pas, l'un ne va pas sans l'autre. Un petit mot sur la construction, enfin un grand mot sur la construction. C'est un rythme lent. Mais chaque chapitre apporte sa pierre à l'édifice. En fait, j'ai trouvé la construction très maligne, quoi. Je me fais bien comprendre là. Oui. En fait, je pense que dans les histoires un peu horrifiques, les histoires, alors que c'est pas seulement que les histoires de maisons hantées, mais quand vous avez vraiment une dimension d'épouvante, c'est important d'avoir un rythme qui soit soutenu quand même sur toute la durée, mais avec des moments forts en fait, et des moments aussi plus lents, vous allez relâcher un petit peu l'attention, parce que le lecteur va vous suivre, mais quand vous allez le stresser, il va falloir aussi lui laisser le temps de reprendre son souffle, et surtout d'assimiler ce qui s'est passé. Si aussi vous semez des indices ou vous faites des révélations, pareil, il faut que ça puisse être absorbé et compris. Donc c'est un livre que j'ai construit avec des temps, je dirais, en dents de scie, finalement. Vous avez des moments beaucoup plus forts, des moments un petit peu plus longs, mais il n'y a pas de lenteur dont on puisse parler. J'ai pas eu cette sensation-là. Je vous laisse reprendre votre souffle, en fait. Mais aussi, je maintiens toujours cette tension-là, parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait le sel du roman. C'est toujours être sur le fil, toujours être sur la brèche, en fait, sans vraiment savoir à quel moment ça va surgir. Pour l'instant, pour cet exemple-là, par exemple, j'ai envie de parler, est-ce que vous l'avez vu, parce qu'il date un peu, mais c'est quand même un film culte. C'était Shining. Vous l'avez vu, Shining? En fait, ce qui était... Alors, il n'y a pas grand-chose à voir avec Shining, mais ce qui était frappant dans ce film-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est que tout le long du film, la musique est stressante, en fait. Vous n'avez jamais de moment d'accalmie où vous vous dites à la musique « Ah, là, il ne va rien se passer, la musique est calme, elle est gentille, tout va bien ». Ce qui est pourtant c'est un indicateur très très fort dans les films d'horreur. Quand la musique s'emballe, vous savez que c'est la merde. Et en fait, justement, dans ce film-là, la musique est toujours égale, donc vous ne savez jamais quand ça va surgir. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire là. Alors, voilà, forcément, j'ai pas de musique, mais j'ai voulu maintenir cette tension sans jamais vous laisser vous relâcher complètement, vous dire il va rien se passer dans ce chapitre, tout va bien, tout semble joli, machin, etc. Non. Là, j'ai vraiment voulu maintenir cette tension sous-jacente sans non plus vous essorer dès les 2 premiers chapitres, sinon il n'y a plus personne après, quoi. Oui, c'est exactement ça. Encore une fois, on le prend et puis on le déguste pas à pas, quoi. C'est vraiment... j'ai pas trop envie d'en dire plus sur le roman, parce qu'après, on va pas divulgacher, comme disent nos amis de la belle province. Je sais pas, un dernier mot peut-être, si tu veux rajouter quelque chose sur Ici vivent les ténèbres, puis après on parlera de tes autres travaux. Ici vivent les ténèbres, je vous l'indique, si d'une part vous aimez les histoires d'horreur, les histoires de maisons hantées, même si vous n'y connaissez rien en fait, vraiment c'est pas un prérequis, au contraire, soyez curieux, essayez de voir si cette maison-là elle vous convient. Alors, pas pour y vivre, je pense, mais si vous avez envie quand même de passer quelques pages avec elle. C'est aussi un roman que j'indique mais justement pour les relations entre les humains, tout simplement, pas seulement entre parents et enfants, si vous voulez. Et à titre personnel, je dirais que mes protagonistes, donc mes jumeaux, ne sont pas mes personnages préférés, même si je les aime beaucoup. Pour moi, c'est le personnage de la mère, c'est le personnage qui s'appelle Allegra. Alors, pour ceux qui l'ont lu, je vous laisse méditer là-dessus, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que c'est un personnage qui peut vous intéresser, parce que c'est une figure que j'ai voulu à la fois extrêmement tragique, extrêmement belle, extrêmement présente et extrêmement insaisissable. Et je pense qu'elle est liée à la maison d'une façon dont aucun autre personnage n'est lié à elle. Et c'est aussi ce que j'ai voulu raconter. J'ai voulu raconter l'histoire d'une famille, d'une maison, et finalement de plusieurs vies qui s'entrelacent jusqu'à
des conséquences plutôt dramatiques. Mais je parle surtout, pas seulement des fantômes, mais surtout de l'humain. Et si ça vous intéresse, je pense que ça peut vraiment être un roman fait pour vous. Présente et insaisissable, la mer. Oui, ça c'est parfait. Ok. Un petit mot sur tes autres travaux. Donc, vous avez les romans de Sanguine qui diffusent. Il y a Va au diable et Que le diable t'emporte, avec ces deux héroïnes. Donc, Va au diable est le premier roman, enfin, chronologiquement. Oui, en fait, Va au diable devait être un tome unique. C'était vraiment un one-shot, une novella. Et comme il a eu un très bon accueil et que j'ai beaucoup aimé cet univers-là, surtout les deux héroïnes, voilà. Je me suis dit, avec l'accord de l'éditeur bien sûr, pourquoi pas continuer. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait un autre roman, donc Que le diable t'emporte, de façon à ce qu'il puisse être lu avant, après ou indépendamment, ou juste un des deux, comme vous voulez, que personne ne soit lésé en fait dans la lecture. Parce que si on n'est pas au courant que l'autre existe, ça aurait été dommage qu'ils soient trop liés. Mais vous avez le même duo de choc, on va dire, voire explosif. Nessa et Céleste, une tatoueuse, une sorcière. C'est ça. Oui, Va au diable, ça parle de tatouage. C'est un thème que je trouve qui est assez peu exploité dans les œuvres contemporaines, ce qui est assez surprenant. Ou alors, c'est toujours de manière très, un peu cliché ou beaucoup trop rapide. Des fois, on voit par exemple un tatoueur qui tatoue quelqu'un dans une cave très crade avec à peine de la lumière. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous vous faites tatouer dans une cave crade, vous aurez une septicémie, hein, pas un beau tatouage. Je vous le dis tout de suite, donc ça, il faut arrêter. Que ce soit dans des BD, des livres, des films, je vois toujours des choses comme ça. Je fais, mais qui a eu cette idée? Ce n'est pas possible. Bref, non, j'ai voulu avoir une héroïne qui était donc une tatoueuse. Ça changeait un petit peu. Et ce qui a apporté en fait au roman, c'est que ça parle de pacte avec le diable, parce que comme j'aime bien le souligner souvent, les gens qui ne sont pas du tout dans le tatouage, qui n'aiment pas du tout les tatouages, et Dieu sait qu'il y en a encore beaucoup, ont tendance à faire un raccourci que je trouve incroyable, c'est qu'ils nous traitent de satanistes, parce qu'on a des tatouages, etc. Et eux, ils prouvent que, non, il y en a qui pensent vraiment que c'est satanique. Et en plus, il me semble qu'il y a un verset de la Bible qui dit qu'on n'a pas le droit de modifier l'apparence de nos corps, enfin que Dieu nous a donné, parce que sinon on ira en enfer. Donc techniquement, j'irai en enfer. Bon, je sais pas, on verra l'arrivée, mais en tout cas, j'ai voulu jouer un peu là-dessus, parce que je trouvais ça très drôle. Donc oui, en fait, Nessa bosse pour Lucifer, le seul, le vrai, l'unique. Hein. On peut se dire que c'est un patron infernal, sans mauvais jeu de mots. Et comme Lucifer a vu que le monde évoluait, que les pactes avec le diable, le coup du parchemin signé avec son sang, etc., c'est un peu has-been. Donc il s'est dit on va moderniser tout ça, pardon. Et donc ça se passe avec les tatouages. En gros, vous allez vous faire tatouer. Les conditions de votre pacte sont dans votre motif de tatouage, en fait, que Nessa fera pour vous. Et quand vous sortirez de la boutique, vous aurez signé votre pacte avec Lucifer. Et ça va pas bien se passer, forcément. Surtout que Nessa elle-même est sous contrat et elle n'a pas très envie de descendre au 7e sous-sol quand son temps sera venu. On se doute que l'ambiance n'est pas folle. En plus, chaleur et tout, etc. Bof. Donc l'enjeu, c'est est-ce qu'elle va pouvoir faire sauter son contrat avec Lucifer? Est-ce qu'elle va pouvoir arnaquer le diable, qui, rappelons-le, est quand même appelé à peu près dans toutes les régions du monde comme étant le père du mensonge. Donc là, autant vous dire qu'il faut se lever tôt, ou pas dormir du tout, en fait. Là, c'est deux petits bijoux d'humour noir. Ce sont c'est des novellas, en fait, que vous avez ici. On a une famille dysfonctionnelle, là aussi, mais alors pas du côté de Nessa, mais du côté de Céleste, on va dire. Oui, Céleste est l'autre personnage, en fait, parce que c'est un duo, donc Nessa et Céleste. Si vous voulez, dans Va au diable, c'est Nessa la protagoniste, et Céleste est, on va dire, le personnage secondaire, l'acolyte. Et j'ai inversé ça dans le préquel, en fait. Je voulais renverser la dynamique, qu'on puisse avoir un petit peu plus de point de vue sur Céleste. Et Céleste, comment dire, Céleste est très anxieuse. Si vous avez des problèmes de confiance en vous, de syndrome de l'imposteur, etc., Céleste, basiquement, est faite pour vous. Par contre, comme toutes les personnes souffrant d'anxiété, elle a beaucoup d'idées, mais beaucoup d'idées sont très foireuses. Donc vraiment faites attention, parce que Céleste, c'est pas une garantie de réussite. Bon, elle est gentille, hein, elle est adorable, elle est solaire, elle est très motivée, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même une cata sur pattes. Et oui, Céleste, en fait, est une sorcière qui n'a pas de magie. Oui, c'est concept, en fait. C'est comme une prise qui ne connecte pas, il n'y a pas de jus, enfin, que dalle, ça sert à rien. Donc en théorie, c'est sympa, mais en pratique, ça vaut rien. Donc on peut imaginer qu'une sorcière qui n'a pas de magie et qui se retrouve à devoir affronter quand même l'expression du mal absolu,
bah, ça part mal, vraiment clairement. Et surtout que je ne suis pas friande des histoires en fait, où on révèle toujours un potentiel caché du protagoniste, on lui fait don de pouvoir à un moment donné qui lui tombe presque dessus comme ça tout cuit dans la bouche. C'était pas ce que j'ai voulu faire, donc jusqu'au bout, ça sera la débrouille, ça sera la dèche, ça sera la misère. Mais justement, je pense qu'on ne parle pas assez du système D de la magie. Vous savez, la magie vraiment éclatée avec ce que vous trouvez chez vous, en fait, comme une recette de cuisine où vous n'avez pas les ingrédients, mais il faut la faire quand même. Donc là, clairement, même si vos bougies elles viennent de chez Lidl, bah, ça marche quand même. Il faut juste que l'intention soit là derrière. Ça aura juste moins de gueule que dans les séries, clairement. Mais voilà, donc c'est vraiment le duo Nessa Céleste. Autant on a la personne qui n'aime pas les gens, et qui est plutôt du côté j'aime pas la vie, j'aime pas les gens, laissez-moi tranquille. Et le côté très volontaire, très optimiste, mais complètement foireux. Genre un Doberman et un Labrador. En gros, c'est ça. On va parler de l'autre roman. Alors celui-là, malheureusement, je ne l'ai pas lu. Oui, bon. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, Quand nous nageons sous les étoiles, c'est une petite exception qu'on va dire, je me suis offerte à moi-même. Oui, je me fais des cadeaux de temps en temps d'écriture, tout va bien. Je ne dirais pas que c'est une romantaisie, c'est pas vraiment ça. On pourrait dire que c'est de l'urban fantasy, mais vraiment avec une romance queer en fait, qui est plus axée dans ce livre-là. C'est vraiment plus l'enjeu. Ce qui m'a surtout plu, c'est d'évoquer des légendes slaves, des légendes allemandes. Je ne peux pas vous donner le prénom d'un des protagonistes parce qu'il est tellement parlant pour ceux qui connaissent ces légendes-là que ça vous enlèverait le plaisir de la découvrir en fait. Mais c'est juste un roman que j'ai voulu plutôt positif, plutôt beau, plutôt poignant et surtout qui parle du sortir de l'adolescence et de l'affirmation de soi, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré, mais vraiment sur fond, comme un rêve en fait, comme un opéra de Wagner, qui est aussi un indice sur ce que contient le livre. Et c'est quelque chose que j'ai écrit pendant un été, je crois que c'était l'été 2022. J'ai écrit pendant l'été parce que je voulais vraiment qu'il sorte, en fait, qu'il existe. Et je pense pas renouveler ce genre d'histoire avant un petit peu de temps parce que c'est moins mon genre de prédilection, on va dire. C'était juste une petite exception comme ça dans le temps, à voir s'il y en aura une autre un jour. Ok. On va parler un petit peu de l'avenir. Donc on a vu que le Chat Noir fermait. J'espère que quelqu'un pourra reprendre ici Vive les Ténèbres pour le redéployer, c'est ça. Remettre en... Pour l'instant, je suis en recherche d'éditeur pour redonner vie à ces livres, en fait. Mais ça ne veut pas dire que je les ressortirai tels qu'ils sont. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent, en fait, de ressortir un livre dans la version exacte dans laquelle il a déjà existé, surtout que les gens l'ont déjà lu. Donc mon projet, ça serait vraiment de les ressortir en version augmentée, mais vraiment avec de l'inédit dedans. Par exemple, Va au diable et Que le diable t'emporte, j'aimerais les transformer en romans à part entière, parce que là, ce sont des novellas. Donc en gros, pour dire les chiffres, Va au diable fait à peu près 21 000 mots, il me semble, et Que le diable t'emporte en fait 30 000. Donc c'est vraiment court. Mais je voudrais les augmenter à peu près à 50 000 mots, je pense. Donc en gardant l'aspect petit roman, hein, je ne les transformerai pas en pavé, je vois pas du tout l'intention. Surtout qu'on perdrait le côté punchy et très énergique de ces livres-là. Donc c'est le projet. Pour l'instant, j'ai des pistes, à voir si ça se concrétise. Mais si ça arrive, je pourrais raconter tout ce qui n'a pas été dit, ce qui n'était pas vital en fait dans les novellas, puisque ce sont des romans très très courts, mais qui m'a été réclamé ou de quoi j'ai discuté avec les lecteurs. Et je pense qu'il y aurait de quoi faire des choses encore plus bordéliques, encore plus marrantes à lire, avec toujours ce fond catastrophe imminente qu'il faut éviter, ou pas d'ailleurs. Et tout cet humour noir qui te... Je ne veux pas dire qu'il te caractérise, mais si, quand même. Allons-y. Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai aussi bossé donc, dans les pompes funèbres, et autant vous dire que dans ce milieu-là, on a tous un humour de hyène, hein, clairement. Il le faut pour survivre à la profession. Et non, je trouve que l'humour, c'est un bon vecteur, en fait, parce que ça permet de dédramatiser des fois des histoires qui sont absolument terribles. Donc quand vous avez un petit peu d'humour derrière, ça fait toujours mieux passer les choses.
Puis c'est quand même plus convivial, ça donne envie de plus de rentrer dans le vif du sujet. J'aime beaucoup faire des blagues, j'avoue, ou juste ce que j'aime vraiment, c'est le comique de situation en fait. Et aussi le comique autour du vocabulaire et des mots. Toujours un bon mot, etc. Moi j'aime beaucoup les gens qui font des bons mots et qui ont cette notion de pouvoir rebondir sur une situation qui vient juste d'arriver, qui n'était pas prévue. Et je pense que ça caractérise aussi mes personnages. Alors, moins Céleste, par exemple, qui, elle, subit les choses, on va dire ce qui est. Mais Nessa est plus, justement, dans le fait de mieux vaut en rire qu'en pleurer. Donc, rions. Et si on peut surtout rire avec sarcasme, c'est plus marrant. Surtout pour moi, moins pour vous. Donc, ouais, l'humour, ça a toujours été quelque chose que j'ai essayé d'instiller dans mes romans. Ok. Et d'autres projets, mis à part oui, tout à fait. retravail de ces... Alors, pour l'instant, j'attends un petit peu parce que je ne crois pas pouvoir donner l'info publiquement. Mais cet été, j'ai signé un contrat pour 2026. Donc, ça ne sera pas sous la forme attendue. Enfin, je ne peux pas vous en parler vraiment pour l'instant. Mais ça vient pour 2026 et je pense que ça pourra vraiment être très cool. Donc, c'est un exercice que je n'avais pas vraiment fait avant. Et ça s'est très bien passé. Ça a été un petit peu dans le sang et la douleur, mais ça s'est bien passé quand même. Et ouais, le sang et la douleur, c'est parfait. Donc. Voilà, dans le sens littéral et figuré. Mais je vous en reparlerai sous peu, et en tout cas, ça viendra pour 2026. Donc là, c'est clair, net et précis. Et j'attends un petit peu pour en dévoiler. Bon, eh ben merci. Je vous incite fortement à vous plonger et à déguster ces 3 petits bijoux. Merci à Sanguine. Merci à toi. Et puis, merci à vous tous. Merci à vous d'être venus.